Si je te donne des branches d'arbres, t'en fais quoi? Ça dépend de l'âge, vous me direz. Si t'es un gosse, tu vas sûrement t'en servir comme une épée. Mais surtout, dégage de cette vidéo. Si t'es un adulte, tu vas peut-être les utiliser pour faire un feu, ou les stocker. Mais il y a encore une autre utilisation. Là, regarde, sur cette image, au milieu de l'eau. Avec des branches, on peut recouvrir un cadavre qu'on vient de jeter à l'eau. Ah, j'ai pas dit que ce serait intelligent, mais c'est arrivé. Accroche-toi bien parce que je te promets que t'es pas au bout de tes surprises avec cette histoire aussi effroyable qu'aberrante. La journée du 25 mars 2012 s'étire comme des milliers d'autres pour les équipes de police de St. Johnsbury, dans le Vermont. Lentement et dans un calme plat, à l'image des hivers longs et rigoureux qui rythment la vie des habitants. Jusqu'à ce qu'un homme, un dénommé Randall Rathburn, compose le 911. Et ce qu'il a à déclarer va réveiller tout le poste de police en moins de 2. Et oui, il soutient qu'une certaine Melissa Jenkins, dont il est un ami, vient de disparaître dans des circonstances particulièrement troublantes. C'est en tout cas de cette façon qu'il présente la situation, sans prendre le temps de rentrer dans les détails. Car selon lui, l'urgence est ailleurs. Après avoir reçu un appel de la jeune femme lui indiquant qu'elle partait aider une connaissance en panne sur la route, et sans nouvelles depuis, il vient de retrouver sa voiture abandonnée, sans elle. Bon, on sait dans quoi on vient de foutre les pieds. Mais ce qu'il ajoute ensuite est encore bien pire. Il a aussi trouvé le fils de Melissa, Ty, âgé de seulement 2 ans, seul et encore attaché dans son siège auto à l'arrière du véhicule. Toutes les cases viennent instantanément d'être cochées pour que cette affaire, peu banale, soit d'office propulsée en haut de la liste des priorités. En plus, à cette période de l'année, la nuit est déjà tombée depuis plusieurs heures, ce qui n'est pas un point vraiment rassurant. Mais au-delà du sentiment d'inquiétude qui se propage à la vitesse de l'éclair au poste de police, il y a aussi une dimension personnelle un peu particulière, typique des petites villes telles que St. Johnsbury. Vous savez, c'est le genre d'endroit où tout le monde se connaît, aussi bien les voisins que le facteur et le boucher du coin. Finalement, c'est peut-être mieux quand personne se connaît. Et justement, Melissa travaille en tant que professeure de sciences à la St. Johnsbury Academy et fait office de figure locale. Ça s'explique non seulement par le fait que le lycée est un pilier central de cette petite ville rurale, mais aussi parce que la jeune femme de 33 ans est connue de tous pour son dévouement envers les autres et sa générosité hors du commun. D'ailleurs, elle s'investit aussi en tant qu'entraîneur pour l'équipe féminine de basket et surveillante de l'internat. Mais elle travaille également en tant que serveuse plusieurs soirs par semaine dans le restaurant d'une ville voisine. Vous pensiez que c'était terminé? Eh ben non, car en parallèle de tout ça, Melissa prépare en plus un master dans l'enseignement au Lyndon State College, une université du Vermont. Derrière tout cet investissement et ces heures de travail à la chaîne, il y a un nom. Ty. C'est en effet en tant que mère célibataire qu'elle élève celui qu'elle considère comme le centre de son petit univers, son fils âgé de 2 ans. C'est sûr, sa vie pourrait sembler épuisante pour beaucoup d'entre nous, mais Melissa, elle, a incontestablement trouvé son équilibre. Elle est heureuse comme ça et déborde de joie de vivre. Tout ça, les policiers qui recueillent la déclaration de disparition le 25 mars le savent bien. Et c'est justement parce qu'ils connaissent Melissa, son implication dans la communauté locale, son rôle de mère dévouée et sa gentillesse, qu'ils se sentent personnellement touchés par cette affaire. Grâce aux instructions données par Randall, ils se rendent donc rapidement sur les lieux où aurait été découvert le SUV abandonné. C'est une portion de route isolée nommée Goss Hollow Road, située à la fois loin des axes les plus fréquentés, mais seulement à quelques centaines de mètres du domicile de l'enseignante. La voiture de la jeune femme est bien là, moteur tournant et phare allumé, garé sur le bas-côté. Il plane une atmosphère étrange et particulièrement angoissante autour de cette scène, anormalement figée dans la nuit. Les policiers s'approchent, lampe torche à la main. Sans échanger un seul mot, ils savent déjà, sans le moindre doute, que la jeune femme ne serait jamais partie en abandonnant son fils derrière elle. Donc le mystère reste entier concernant ce qui s'est passé sur cette petite route. Du moins, jusqu'à ce que les premiers éléments suspects fassent leur apparition. Parce qu'en quadrillant le sol autour du véhicule avec les faisceaux de leurs lampes, les policiers découvrent des traces de pneus, mais aussi des traces de pas dans la boue, quelques mètres plus loin. Ils trouvent également une chaussure de femme abandonnée dans l'herbe, ainsi qu'une casquette de baseball noire et rouge près du SUV. Et pour finir, le téléphone portable de Melissa, totalement hors d'usage. Tous ces indices assemblés orientent presque immédiatement la police sur une probable scène de lutte, un combat contre des ravisseurs. Et donc certainement un enlèvement. C'est clairement l'un des pires scénarios envisagés qui est en train de prendre forme sous leurs yeux. Malgré la nuit qui s'épaissit,
Ils prennent donc la décision d'informer la police d'État du Vermont de la situation. Celle-ci arrive rapidement en renfort pour intensifier les recherches afin de retrouver la mère de famille. Tandis qu'une bonne partie de la route se retrouve bloquée par des voitures de police, des chiens pisteurs et des agents en binôme sont déployés dans toutes les directions, en prenant le SUV comme base de départ. Ils sont même épaulés par des hélicoptères de la garde nationale utilisés en appui aérien. Sauf que, malgré ces efforts et des recherches ininterrompues tout au long de la nuit, lorsque le jour se lève, on n'a pas encore retrouvé la moindre trace de l'enseignante. Alors, où se trouve-t-elle à présent? Et surtout, avec qui? C'est dans l'espoir de découvrir une première piste que les forces de l'ordre perquisitionnent le domicile de l'enseignante aux premières lueurs de l'aube. Mélissa n'ayant toujours pas été retrouvée et Ty, son fils, ayant été confié dans l'urgence à des proches, la maison est plongée dans un silence glaçant. Hormis ça, rien qui ne sorte de l'ordinaire. On décèle aucun signe d'effraction, d'agression, ni même d'un quelconque départ précipité. C'est un lieu de vie tout ce qu'il y a de plus normal. Alors, après avoir fait le tour de toutes les pièces, les policiers se contentent d'emporter avec eux quelques papiers. Le dernier relevé de courrier ainsi que la carte de visite d'une entreprise de déneigement laissée en évidence dans l'entrée. Pour l'instant, ça aide ni à faire avancer l'enquête, ni à localiser la jeune femme. Sauf que dans une poignée d'heures à peine, la police réalisera que la clé de cette disparition se trouvait bien parmi ces quelques objets, a priori sans importance. En attendant, les quelques indices récupérés sur le lieu de l'enlèvement, c'est-à-dire la casquette de baseball, le téléphone de Mélissa, ainsi que les empreintes de pneus et de chaussures dans la boue, sont envoyés pour analyse au laboratoire. Et non, les enquêteurs n'ont pas oublié qu'une personne a bien été témoin direct de toute la scène. Ty, le petit garçon resté seul dans la voiture. C'est la seule personne capable d'expliquer ce qui s'est réellement passé. Mais c'est pas aussi simple que ça. Bah oui, parce qu'on n'interroge pas un enfant de 2 ans comme on le ferait avec un adulte ou même un adolescent. Aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, des lois encadrent ce genre de procédure afin de veiller au bien-être et à la sécurité du mineur. Souvent, il se trouve dans un état de choc qu'il faut savoir appréhender avec la plus grande délicatesse. On fait donc appel à un inspecteur spécialisé dans ce genre de cas. Et les informations qu'il récolte sont effroyables. Ce que l'on comprend très vite, c'est que le petit a bien vu sa mère être enlevée sous ses yeux par 2 individus. Il précise même que Mélissa a été agressée dès qu'elle est sortie de sa voiture, par un homme qui l'a tirée par le cou et qu'elle pleurait. Puis elle a disparu avec ses ravisseurs. Cette histoire, racontée au travers des yeux de l'enfant, bouleverse les policiers, mais elle leur permet de récolter plusieurs éléments extrêmement précieux. Tout d'abord, ils ne recherchent non pas 1, mais 2 suspects. Et il n'y a maintenant plus aucun doute quant au fait que la mère de famille a bien été victime d'un acte criminel. Ce qui confirme que les espoirs de la retrouver en vie diminuent chaque minute qui passe. Avec ces nouvelles informations en leur possession, les enquêteurs reprennent le cours de leur investigation en interrogeant tous les proches de Mélissa. À commencer par son ex-compagnon qui est aussi le père de Ty, B.J. Robertson. Comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires, les conjoints ou ex-conjoints sont toujours les premiers à être soupçonnés. Et clairement, les policiers se facilitent la tâche en procédant comme ça. Parce que quand on regarde les chiffres, en moyenne, 1 meurtre sur 5 est un homicide conjugal. Ça fait beaucoup si on rapporte ce ratio au nombre de crimes commis tous les ans aux États-Unis. Le mariage, c'est l'amour. Et un futur alibi à préparer. La police n'a donc pas l'intention de laisser le père de Ty passer sous les radars. D'ailleurs, il n'est pas difficile à retrouver, car il vit toujours près de St. Johnsbury au moment de la disparition de Mélissa. Lors de son interrogatoire, il déclare ne pas du tout se trouver en mauvais termes avec elle. Ils sont certes séparés, mais la relation n'est ni conflictuelle, ni problématique. Et ils sont pas non plus en train de se battre pour la garde de leur fils qui vit avec sa mère d'un commun accord. En fait, chacun a rapidement trouvé son équilibre dans cette nouvelle dynamique. Selon ses dires, il n'avait donc aucune raison de s'en prendre à la mère de son enfant et n'a rien à voir avec sa disparition. Après vérification, c'est effectivement la conclusion à laquelle parviennent les enquêteurs. Ils déterminent que le père se trouvait en présence de plusieurs témoins à Burlington au moment des faits, soit environ 2 heures de route de St. Johnsbury. Le reste de l'entourage de Mélissa, entendu lors de nombreux interrogatoires, soutient à peu près toujours la même chose. L'enseignante n'était pas du tout du genre à se faire des ennemis. Au contraire, et le simple fait que quelqu'un ait souhaité lui faire du mal est presque impossible à concevoir, à moins que l'un des coupables ne soit celui qui, depuis le départ, se trouvait pile sous leur nez. C'est ce que suggère le frère de la jeune femme, John, lorsqu'il apprend aux enquêteurs qu'il existait bien dans la vie de sa sœur un homme qui aurait pu lui en vouloir. Cet homme, c'est Randall Rathburn, le fameux ami qui a prévenu les secours. Eh oui,
Apparemment, l'homme n'est pas qu'une simple connaissance. Il aurait été en couple avec Melissa jusqu'à ce que celle-ci mette un terme à leur histoire. Elle se sentait pas encore prête à s'investir dans une relation aussi sérieuse et souhaitait qu'ils restent amis pour le moment. Toujours selon John, Randall aurait plutôt mal vécu cette séparation. Voilà qui lui offre un mobile plutôt intéressant pour les policiers, qui tiennent à entendre ce nouveau suspect sur le champ. D'ailleurs, pour être honnête, ils avaient déjà envisagé la possibilité que l'homme soit impliqué dans cette affaire. Bah oui, parce que Randall est non seulement celui qui a découvert le SUV de Melissa et appelé le 911, mais c'est aussi lui qui aurait été le dernier à être en contact avec elle. Il devient presque aussi suspect qu'un mari, là. Et il pourrait tout aussi bien s'agir d'une énorme mise en scène. D'autant qu'en grattant un peu, on découvre aussi que son casier judiciaire n'est franchement pas blanc comme neige. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pour lesquelles les détails des crimes ou délits n'ont pas été dévoilés. Hormis celui-ci, avoir fourni de fausses informations à la police. Aïe, l'étau se resserre lentement mais sûrement sur Randall. De leur côté, les autorités ont enfin le sentiment d'avoir fait une avancée majeure dans cette enquête. Elles s'autorisent même à espérer une issue favorable au vu du laps de temps assez court qui s'est écoulé depuis la disparition de l'enseignante. Moins de 24 heures. Sauf qu'avant même d'arriver au bout de l'interrogatoire de l'ex-petite amie, une découverte effroyable va venir bouleverser le cours de l'enquête. Le 26 mars 2012, en début d'après-midi, une unité de police spécialement déployée pour retrouver Melissa se rend à Pine Grove Park, une sorte d'aire de pique-nique donnant accès au fleuve Connecticut et située à environ 2 km de St. Johnsbury. Si cette zone les intéresse tant, c'est non seulement parce qu'elle n'est qu'à quelques minutes de voiture du lieu où a été retrouvé le véhicule de l'enseignante, mais aussi parce qu'elle est densément boisée et particulièrement isolée. D'ailleurs, le seul moyen d'y accéder est une petite route secondaire peu fréquentée. Autrement dit, c'est l'endroit parfait pour cacher des preuves ou, pire encore, bordé de pins majestueux, aménagé avec de jolies tables de pique-nique et d'une rampe de mise à l'eau pour les bateaux, l'endroit ressemble pourtant à tout, sauf au décor d'un acte criminel. Seulement, alors qu'ils se dirigent vers le ponton pour inspecter les abords du fleuve, l'attention des enquêteurs est attirée par un jeune arbre qui semble avoir été coupé très récemment. Étrangement, il semble être le seul à avoir subi ce sort. Bon, d'accord, attaquer un bébé sapin à la hache, c'est pas encore un crime. Sauf que les policiers remarquent avec surprise que les branches, au lieu de servir à faire du feu comme ça aurait pu être le cas, ont été soigneusement disposées en tas, à un endroit où l'eau est peu profonde. Ils se retrouvent donc face à cet amas de bois flottant d'une manière un peu bizarre sur le fleuve. Et forcément, ça leur donne envie de regarder ce qui se trouve en dessous, car c'est certain, quelqu'un a tenté de dissimuler quelque chose. Une fois les premières branches écartées, c'est le pire de leur cauchemar qui prend vie. Ils découvrent la dépouille de celle qu'ils recherchaient sans répit depuis la veille. Melissa Jenkins. Le travail de décomposition n'ayant pas encore eu le temps de faire son œuvre, elle est identifiée dès les premières secondes, sans le moindre doute. Une équipe de plongeurs appelés sur les lieux a la lourde tâche de sortir le corps de l'eau, ce qu'ils font avec une infinie précaution. Le but étant de ne pas altérer certains indices ou preuves qui pourraient se trouver sur le cadavre. Car ce qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que la jeune femme a effectivement été assassinée. À première vue déjà, les circonstances de sa mort semblent tout bonnement horrible. Son torse est couvert de contusions, d'éraflures et de traces défensives. Et c'est pas tout. De nombreuses petites plaies circulaires et peu banales sont visibles sur la quasi-intégralité de son corps. Elles ont la spécificité d'être toujours espacées avec la même régularité et de laisser comme des traces de brûlure sur la peau. Après analyse, il s'avère qu'elles ont été causées avec une arme très particulière, un pistolet à impulsion électrique plus souvent appelé un taser. L'enseignante a les poignets ligotés avec un morceau de corde, ayant aussi servi à lui lester un parpaing autour de la taille. Le but étant sans doute d'empêcher son cadavre de remonter à la surface de l'eau. Visiblement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ce qui expliquerait que le ou les assassins soient passés au plan B et se soient rabattus sur les branches d'arbres pour tenter de dissimuler le corps. Quand le plan B c'est les branches, je pense que l'enquête est bien partie pour être résolue. Une autopsie est bien sûr ordonnée dans les plus brefs délais et permet de déterminer assez facilement que Melissa est morte étranglée. Par contre, l'expert n'est pas en mesure de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'une agression sexuelle. Le corps ayant séjourné dans l'eau, certaines preuves, comme la présence de liquide séminal, ont pu disparaître définitivement. Tous les habitants de St. Johnsbury sont épouvantés par la nouvelle, qui ne se limite d'ailleurs pas aux frontières de la ville et commence à se répandre dans tout l'État. Le meurtre sordide de cette mère aimée de tous est une véritable onde de choc. Dans tous les lieux qu'elle fréquentait, une foule de proches et d'anonymes se rassemble spontanément et organise des veillées en sa mémoire. Mais ce qu'ils attendent plus que tout maintenant,
ce sont des réponses. Vu l'impact déjà retentissant de cette affaire, c'est donc avec une bonne dose de pression que la police reprend l'enquête là où elle s'était arrêtée. Et bien sûr, convoque Randall à un second interrogatoire. Le suspect est invité à revenir en détail sur ce qui s'est passé le jour de la disparition de Melissa. Ce qu'il fait sans varier dans son récit. Il répète aux enquêteurs qu'il a reçu un appel de la jeune femme au cours de la soirée, pour le prévenir qu'elle partait aider une connaissance en panne sur la route. D'accord, mais pourquoi appeler son ex-petite amie pour lui dire qu'elle sort dépanner quelqu'un? Ça n'a pas vraiment de sens. Sauf que Randall met en avant 2 points importants. Le premier, c'est que selon lui, tous les deux étaient restés très proches malgré leur séparation. D'ailleurs, contrairement à ce qu'a affirmé John, il n'a pas du tout mal digéré le fait que son couple prenne fin. Il a même volontiers accepté de laisser du temps à la femme qu'il aimait. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que lorsqu'il était au téléphone avec elle, elle lui aurait expliqué que le coup de fil qu'elle venait de recevoir de la part de cette fameuse connaissance était plutôt bizarre. Raison pour laquelle elle préférait que quelqu'un sache où elle allait, juste au cas où. Elle n'aurait jamais refusé son aide à quelqu'un. Mais ce soir-là, pour une raison que la police ignore encore, son instinct s'est mis en alerte. Quoi qu'il en soit, les policiers finissent par se laisser convaincre par le discours de leur suspect. Ils doivent bien admettre que Randall a toujours été coopératif, cohérent dans ses propos, et qu'il a jamais changé de version des faits. Il a même confié son téléphone portable aux enquêteurs, ce qui a permis de prouver qu'il avait bien reçu un appel de Melissa peu avant sa disparition. Dans le doute, les chaussures qu'il portait ce soir-là sont aussi analysées, et comparées aux empreintes de pas retrouvées près du SUV de l'enseignante, mais ne correspondent pas. Il est donc écarté de la liste des suspects. Il revient de loin. Et ça peut paraître fou, mais en réalité, c'est même lui qui va permettre de trouver le vrai coupable. En fait, c'est pas compliqué. Randall s'est juste souvenu que pendant leur dernier échange téléphonique, Melissa a mentionné le nom de la personne qu'elle s'apprêtait à aller aider, Allen Prue. Ce nom vous dit peut-être rien, mais les policiers, eux, l'ont déjà vu quelque part, sur la carte de visite de l'entreprise de déneigement retrouvée lors de la perquisition. La société est au nom d'Allen et Patricia Prue, un jeune couple qui vit aussi à St. Johnsbury et a développé son activité au cours des dernières années. Au passage, les amoureux n'ont pas seulement laissé une carte au domicile de Melissa, ils viennent aussi tout juste de quitter le poste de police après être venus signaler une usurpation d'identité. Ça commence à faire beaucoup de hasard pour un si court laps de temps. La police va donc tout naturellement se concentrer sur cette nouvelle piste plus que prometteuse. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de vous arrêter quelques minutes sur ce duo très particulier. Allen et Patricia Prue font connaissance sur un site de rencontre en ligne en 2008, soit 4 ans avant le meurtre. À ce moment-là, tous deux sont âgés de moins de 30 ans et recherchent activement le partenaire avec qui ils pourront bâtir une belle histoire d'amour. Si Allen n'a encore jamais eu de petite amie, Patricia vient quant à elle de sortir d'un divorce douloureux, dont elle dit garder certains traumatismes. Elle a besoin de se sentir écoutée et soutenue, ce qu'Allen fait tout naturellement. Comme ils partagent la même vision de la vie, le courant passe vite entre eux et débouche assez rapidement sur une relation à distance. Ils ont pas vraiment le choix au départ, puisqu'Allen vit dans une petite ville du Vermont près de St. Johnsbury, tandis que Patricia habite Long Island, 500 km plus loin. Au moment où leur relation débute, Allen a tout du petit ami en or. C'est un jeune homme qui a la réputation d'être sociable, gentil et extrêmement proche de sa famille. Au niveau professionnel, c'est vrai qu'il peine un peu à trouver sa voie. Il enchaîne les petits boulots en tout genre. Distribution de journal, couvreur, déneigeur, mais au fond, c'est pas si mal. Ça lui permet de devenir débrouillard et touche à tout. Sauf qu'après son mariage avec Patricia en 2010, les habitants du quartier commencent à remarquer qu'il s'isole de plus en plus. En fait, le couple est tellement amoureux et fusionnel que tous les deux se mettent presque à vivre en autarcie. Mais attention, ça veut pas dire qu'ils n'apprécient pas un peu de compagnie de temps en temps. Je dirais même que c'est plutôt le contraire. Pendant leur lune de miel, Patricia confie à son mari un petit secret qu'elle avait précieusement gardé jusque-là. Elle est bisexuelle. Elle serait donc très heureuse qu'Allen accepte de pimenter un peu leur vie intime, en invitant des femmes à se joindre à eux lors de petites soirées privées. Au départ, le jeune marié se montre d'abord un peu réticent, mais ça dure pas longtemps. Le couple commence donc à se rendre régulièrement sur des sites de libertinage et de travailleuses du sexe pour trouver chaussures à son pied. Oui, mais
c'est un peu trop beau. Le souci, c'est qu'Allen et Patricia vivent dans une petite caravane miteuse au milieu d'un grand terrain vague, sur lequel on peut pas faire un pas sans marcher sur un morceau de ferraille ou sur un pneu de vélo. Si vous voulez, ça déchauffe pas mal, même si c'est une orgie qui vous attend, surtout si vous avez l'habitude de regarder du true crime. Pourtant, c'est même pas le principal obstacle à ces soirées de jeu qu'Allen et Patricia aimeraient tant organiser. Non, le vrai problème, c'est qu'ils vivent dans cette caravane avec la sœur d'Allen, son mari, leurs enfants, mais aussi sa mère et son compagnon. Selon le nombre d'enfants, on n'est pas loin d'une dizaine de personnes à s'entasser entre ces quatre murs, ce qui laisse effectivement peu de place à l'intimité, et encore moins la possibilité de transformer la caravane en bésodrome. Mais Patricia tient absolument à s'amuser, et trouve donc une solution pour combler ses désirs. Elle achète une seconde caravane. Pour s'y installer et donner un peu plus d'espace au reste de la famille? Pas du tout. Cet endroit formellement interdit d'accès et même tenu secret est exclusivement consacré à leur conquête sexuelle. Et s'il y a une chose sur laquelle ils sont clairs, c'est que les jeunes femmes qui les rejoignent doivent toutes être consentantes. Au moment où le couple se rend à la police pour porter plainte pour cette histoire d'usurpation d'identité, les enquêteurs ne connaissent aucun détail de leur vie privée. D'ailleurs, ils n'ont même pas encore fait le lien avec la carte de visite retrouvée chez Melissa. Ils reçoivent simplement 2 plaignants et prennent note de ce que leur rapporte Patricia. Elle serait victime de harcèlement de la part de son ex-mari, qui aurait même falsifié des documents en son nom. À cet instant, personne n'a encore rien à leur reprocher. Pourtant, Allen semble particulièrement nerveux et sue à grosses gouttes alors que la pièce est climatisée. Après coup, et après avoir revisionné l'audition en question, les enquêteurs réentendent l'entourage de Melissa en les questionnant au sujet du couple Prue. D'après plusieurs témoins, elle avait fait appel à eux l'hiver dernier pour déneiger l'allée de sa maison. Mais il précise aussi qu'elle a préféré ne pas les recontacter cette année. La raison ? Allen lui faisait peur. Voilà un détail qui a de quoi attiser encore un peu plus la curiosité de la police, qui ne peut s'empêcher de voir un lien évident entre ce couple, pour le moins particulier, et le meurtre de Melissa. Ce dont ils ont besoin maintenant, c'est de preuves, et d'un mobile, justement. Le téléphone portable de la victime s'apprête à délivrer ses secrets après être passé entre les mains des experts. Et voici ce qu'il en ressort. Melissa a bien reçu un appel téléphonique le soir de sa disparition. Selon les informations disponibles, ça s'est passé environ 10 minutes avant qu'elle ne contacte Randall. En vérifiant le numéro de l'appel entrant, on découvre qu'il provient d'un portable jetable, ce qui coupe court à la moindre chance de le relier à qui que ce soit, car il n'est associé à aucun contrat, aucun nom. Sauf qu'il est quand même possible d'en tirer quelque chose d'intéressant. Ces données de géolocalisation, qu'il situe notamment près du lieu où le corps de Melissa a été repêché. On apprend aussi que le portable a été mis en service pour la première fois près d'un magasin Walmart à Littleton, de l'autre côté du Connecticut, à environ 20 minutes de voiture. Ça signifie très probablement qu'il a été acheté là-bas, puis activé immédiatement après. La police décide de tenter sa chance. Le magasin n'est qu'à une vingtaine de kilomètres, et il dispose certainement de caméras de surveillance, qu'il sera plus qu'intéressant de visionner. Mais avant ça, ils interrogent le responsable du rayon, en lui précisant la date et l'heure de l'achat du téléphone. Le vendeur consulte ses registres et découvre que le portable a été réglé par chèque. Un chèque avec présentation d'une carte d'identité, et dont il a soigneusement conservé une copie, comme l'exige la procédure. D'après vous, ce chèque, il est au nom de qui? Patricia Prue, bien sûr. Ce qui explique pourquoi, dès le lendemain, nos 2 pornstars se sont rendus au poste de police afin de déclarer que quelqu'un avait usurpé leur identité. C'est plutôt clair dans l'esprit des policiers. Après s'être rendu compte de leur bourde et du fait qu'ils seraient facilement reliés à l'achat du portable, le couple a tenté de se disculper en inventant cette histoire de toutes pièces. Mais même s'ils avaient réussi à faire diversion pendant quelques jours, ils n'ont pas non plus pensé au fait que les caméras de surveillance les avaient filmés, notamment en train de prendre le téléphone jetable dans le rayon, puis de le régler en caisse avec le chèque. Double bourde. Je vous avais dit que l'enquête serait facilement résolue. L'histoire de harcèlement de l'ex-mari et de falsification n'aura pas tenu plus que quelques heures. Dans le même temps, un facteur aggravant fait son apparition. La préméditation. Sinon, pourquoi faire 20 km pour aller chercher un téléphone jetable qui ne sera utilisé qu'une fois? À ce stade, on ne fait déjà plus vraiment de mystère au sujet de l'identité des agresseurs de Melissa. Ce sont bien les Prue qui l'ont attirée hors de chez elle pour la piéger. Mais le couperet fatal n'est pas encore tombé. Il arrive lorsque les enquêteurs finissent de retracer le parcours du couple le jour du crime. Toujours grâce aux données de géolocalisation. Elles les conduisent jusqu'à un Burger King de Littleton, où Allen et Patricia se sont arrêtés pour manger juste après le passage au Walmart. Sur les images de vidéosurveillance du fast-food, on voit la voiture du couple passer au drive,
Puis la fenêtre conducteur se baissait au moment de régler la note. C'est Allen qui conduit. Il a une casquette de baseball noire et rouge sur la tête, exactement la même que celle qui avait été retrouvée par terre près du SUV de Melissa, et que la police conservait précieusement en attendant de pouvoir comparer les traces ADN à celles d'un suspect. Sans surprise, le marqueur génétique match à 100% avec celui d'Allen Poe. 2 jours après le meurtre, Allen et Patricia sont officiellement convoqués pour un interrogatoire au poste de police. Les enquêteurs choisissent de les entendre séparément, car ils pensent qu'ils auront plus de chances de faire craquer l'un ou l'autre de cette façon. Patricia nie toutes les accusations en bloc. Et ce, même lorsqu'on lui présente la vidéosurveillance du Walmart, dans laquelle on la voit clairement acheter le portable grâce auquel Melissa a été piégée. Ok, oui, on la voit, c'est vrai, mais c'est pas elle. C'est à peu près tout ce qu'elle a déclaré et demande très vite à parler à un avocat. Allen, lui, ne possède visiblement pas le même sang-froid que sa femme. Il commence par se défendre en prétendant ne pas savoir ce qu'il fait ici, ni pour quelle raison on lui parle de la victime, et précise même qu'il n'est pas à l'aise à l'idée d'évoquer cette affaire. Puis il confie qu'il a peur d'aller en prison. Mais face à toutes les preuves de sa culpabilité, il commence enfin à craquer. Il s'apprête même à livrer aux policiers le seul élément qui leur manquait encore, le mobile du crime. Allen l'admet d'entrée de jeu. Patricia et lui voulaient une fille avec qui jouer et qui soit consentante. C'est bien de le préciser. Le problème, c'est qu'aucune des jeunes femmes avec qui il s'était amusé par le passé n'a vraiment été à la hauteur de leurs attentes. Certainement parce que, de son propre aveu, il n'avait jamais trouvé une fille qui les attirait réellement tous les deux. Jusqu'au jour où Melissa les a embauchés pour déneiger son allée. Ce matin-là, tout a changé pour Allen et Patricia. La belle enseignante est tout simplement devenue la partenaire parfaite à leurs yeux, au point de les obséder un peu plus jour après jour et nuit après nuit. Allen, alors complètement envoûté par celle qu'il rêve de voir devenir sa nouvelle partenaire de jeu sexuel, l'invite même à dîner. Oui, mais non. La jeune femme décline. Elle se confie d'ailleurs à une amie à ce sujet, en lui racontant à quel point elle s'est sentie mal à l'aise face à cette proposition déplacée. Ce malaise la conduit même à couper complètement les ponts avec les Poe et à se tourner vers une autre entreprise lorsque la neige refait son apparition. Sauf qu'Allen, lui, il est incapable de penser à autre chose. Elle le retrouve même complètement ivre dans son jardin un soir d'automne, en train de la supplier de le laisser déneiger son allée l'hiver prochain. La nuit du 25 mars, la situation dégénère, selon les propres mots du suspect. Sa femme et lui en sont arrivés au point où ils décident que, quoi qu'il arrive, ils laisseront libre cours à leurs fantasmes tordus. C'est Patricia qui passe le coup de téléphone qui sera fatal à la mère de famille. Grâce au portable acheté au Walmart, Melissa ne reconnaît pas leur numéro. Mais en plus de ça, ils s'assurent de brouiller les pistes. Et s'ils inventent cette histoire de panne près de chez elle, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent manipuler la gentillesse de l'enseignante. C'est pour ça qu'elle accepte de sortir à leur rencontre, malgré un malaise évident. Sauf que c'est aussi pour cette même raison qu'elle pense à prévenir Randall avant de partir. D'après Allen, le plan était simple. Une fois Melissa sur place, ils avaient prévu de lui exposer clairement leurs intentions, en espérant que la séduction fasse effet et qu'elle accepte de les suivre pour une nuit d'extase. Autrement dit, qu'elle accepte de laisser son enfant de 2 ans dans son siège auto au bord de la route pour aller servir de jouet sexuel dans leur superbe caravane. Et oui, ils étaient vraiment persuadés qu'elle se laisserait tenter par la proposition. Ça, c'était le plan. Seulement, dans la réalité, rien ne va se passer comme prévu. Dès que Melissa sort de sa voiture, Allen sent une rage folle lui monter à la tête. L'instant d'après, il se retrouve au sol, sans savoir comment, en train d'étrangler sa victime. La mère de taille se débat, tente de le repousser, mais il finit par la maîtriser et la traîner jusqu'à son véhicule. Le couple ne remarque pas la présence du garçon de 2 ans, qui vient d'assister à toute la scène et qui s'en sort donc sain et sauf, tout du moins physiquement. Tandis qu'Allen conduit, Patricia recommence à étrangler Melissa à l'arrière de la voiture. Elle serre tellement fort et tellement longtemps que le cœur de la jeune femme finit par cesser de battre. D'après eux, ils n'avaient jamais prévu de lui faire le moindre mal. La situation a juste viré au drame, malencontreusement. D'accord, mais dans ce cas, pourquoi avoir pris tant de précautions en achetant un téléphone jetable? Et d'où sortent toutes ces blessures laissées par un pistolet paralysant dont ni Allen ni Patricia ne font jamais mention? D'ailleurs, vous connaissez beaucoup de personnes qui viennent vous proposer un plan à 3 avec un taser dans la poche? Si vous en connaissez, arrêtez de les voir. De même, lorsqu'on évoque la possibilité d'une agression sexuelle,
Allen se contente de répondre que l'autopsie aurait dû le prouver. Il poursuit en expliquant qu'après la mort de Melissa, Patricia et lui se laissent envahir par la panique. Ils cherchent donc une solution d'urgence pour dissimuler leur crime. Ils commencent par déshabiller entièrement la jeune femme et l'aspergent d'eau de javel, afin d'effacer le plus de traces biologiques et d'empreintes digitales possibles. Puis ils se rendent de nuit à Pine Grove Park pour la jeter à l'eau. Vous connaissez la suite de l'histoire. Les parpaings ne parviennent pas à la maintenir sous la surface, alors dans la précipitation, ils décident de couper les branches d'un arbre et de les placer sur la dépouille pour la cacher. Ensuite, ils rentrent simplement chez eux après avoir brûlé les vêtements de leurs victimes, ainsi que les bottes qu'Allen portait et qui ont laissé les empreintes dans la boue. Quand on lui demande pour quelle raison il a commis ce crime, il est bien incapable de s'expliquer. Il prétend pour toute défense qu'il n'était pas dans son état normal ce soir-là. Pourtant, la justice distingue un mobile extrêmement clair dans ce récit. Une obsession maladive associée à une jalousie délirante. Et oui, après enquête, les inspecteurs mettent le doigt sur un aspect dont Allen n'a jamais parlé. Son épouse était persuadée, à tort, qu'il entretenait une liaison avec Melissa. En plus, Allen et elle ne parvenaient pas à avoir d'enfants, alors que l'enseignante élevait son fils sous leurs yeux. Le fait est qu'au fil des mois, Patricia a nourri à la fois un sentiment de haine viscérale et d'envie bestiale qui ont fini par mettre le feu à ses pulsions, comme une allumette sur une flaque d'essence. Quant à Allen, il a trouvé le moyen d'assouvir ses fantasmes tout en ayant la bénédiction de sa femme. Une fois ses aveux terminés, il accompagne la police à la caravane pour leur fournir des preuves concordant avec son histoire. On retrouve effectivement des bidons de javel sur place ainsi que des parpaings et la boîte vide d'un taser. Les enquêteurs saisissent aussi l'ordinateur portable de Patricia, qui révèle qu'elle a fait des recherches plutôt perturbantes sur Internet peu avant le meurtre. Pour vous donner une idée, la première phrase qui apparaît dans son historique de navigation est « Comment kidnapper une fille ?» Bon, ça en dit long. Allen conduit aussi les forces de l'ordre à l'endroit où sa femme et lui ont brûlé les vêtements de Melissa, les bottes qu'il portait ainsi que d'autres choses compromettantes. Effectivement, dans les restes du foyer, la semelle d'une chaussure d'homme n'a pas fondu. Elle correspond à la trace relevée sur la scène de crime. 4 jours après le meurtre de l'enseignante, le couple est arrêté et inculpé pour 3 chefs d'accusation. Meurtre au second degré, complot en vue de commettre un meurtre et enlèvement. Mais les charges sont requalifiées peu de temps après. Allen est ainsi inculpé de meurtre au premier degré, c'est-à-dire avec préméditation, tandis qu'on accuse à présent Patricia de meurtre avec circonstances aggravantes. Cette dernière est en effet très fortement suspectée d'avoir agressé sexuellement Melissa avant de la mettre à mort. Les époux devront de toute façon préparer leur défense chacun de leur côté, car ils sont jugés lors de 2 procès distincts. Allen choisit pour sa part de tout mettre sur le dos de sa femme. L'amour, ça tient jusqu'à l'acte d'accusation. Pour appuyer cette théorie, ses avocats soutiennent qu'il vivait une vie parfaitement normale avant l'arrivée de Patricia dans sa vie. En quelques mots, c'est elle la perverse du couple, la détraquée manipulatrice. Il affirme même qu'elle l'aurait forcé à prendre part au crime. Plus surprenant, la défense met en avant le fait qu'Allen n'a jamais terminé ses études secondaires comme preuve de sa stupidité et de sa facilité à être manipulé. Bon, il le présente pas vraiment comme ça, mais presque. Pourtant, Patricia va pas se montrer beaucoup plus intelligente que lui. Lors de son procès, sa première intention est de plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale. Sauf qu'elle accepte finalement de signer un accord de plaidoyer avec le procureur. Si elle le fait, c'est parce qu'après être passée entre les mains d'un expert psychiatre, lui contredit tout état d'irresponsabilité. Avec cet accord, elle peut espérer voir sa peine allégée si elle accepte de plaider coupable, ce qui fait économiser beaucoup d'argent et de temps à la justice américaine. Elle accepte, mais laissez-moi vous donner les termes de l'accord. En échange de sa coopération, Patricia pourra parler avec son mari, ce qui lui était alors interdit. En ce qui concerne l'allègement de sa condamnation, elle n'écopera que d'une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et là, vous pensez que c'est malin, c'est bien joué, parce qu'elle a échappé à la peine de mort. Oui, sauf que celle-ci a été abolie en 1964 dans le Vermont. La prison à perpétuité était donc de toute façon la peine maximale. De son côté, sans surprise, Allen a écopé de la même sentence que sa femme. Unis pour le pire, l'époux le reste jusqu'en 2017, où ils finissent par divorcer, chacun depuis leur cellule. Voici pour cette terrible affaire. Si t'es arrivé jusqu'au bout, tu peux écrire branche en commentaire. Si t'as apprécié que je te raconte cette histoire assez dingue, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur Spotify, le lien du podcast est en description. Et surtout, merci de m'avoir regardé, on se dit à très vite. Bye.